Bonjour, c'est PPC. Le Web3, ça va tout changer? Vraiment? Faut-il y aller maintenant ou faire genre j'ai déjà tout compris donc je n'y vais pas? Pour continuer la mise en jambe et mieux comprendre ce qui change dans la donne, l'invité de cet épisode du podcast, enregistré en juin 2022, est Sébastien Badeau, le vice-président Metaverse et le Web3 chez Ledger, la licorne française dont tout le monde parle. Bienvenue dans cet épisode du Web3 Café et profitez de l'écoute pour vous abonner au podcast en appuyant sur le bouton dédié. On rembobine et c'est parti. Il est 1h30 du matin à New York, 1h31. Sébastien, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu as un parcours assez fabuleux. Toi, tu es né aux États-Unis, enfin, tu as vécu aux États-Unis. Tu as démarré avec le Web 1 chez un acteur mondialement connu, Amazon. Ensuite, tu as continué avec un autre acteur qui s'appelle Google. Tu as fait une partie Web 2, point quelque chose, avec un troisième acteur fabuleux, Alibaba. Et là, maintenant, tu viens d'arriver il y a quelques mois chez Ledger. Pourquoi Ledger et pourquoi maintenant? C'était assez naturel pour moi, en effet, après avoir fait du 1, du 2 et du 2,5, on peut dire, en effet, parce que je pense que Alibaba est une entreprise à peu près un peu hybride web, on va dire, parce que ça façon Chine un peu différente, très intéressant, et ça peut, à mon avis, apporter aussi beaucoup dans le nouvel écosystème. Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est les nouvelles frontières, et puis c'est en fait accompagner quelque part les entreprises, les marques, les créateurs aussi, pour qu'ils puissent vraiment tirer parti de ces nouvelles opportunités. L'e-commerce en 99, la publicité et la vidéo digitale en 2004, la Chine en 2015 et aujourd'hui le Web3 qui, à mon avis, est le moment, comme tu le disais en intro, c'est maintenant. Vous avez fait cette semaine une annonce très importante dont tu vas nous parler. Vous étiez à une très très grande conférence à New York. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette conférence, que tu as senti dans cette conférence, et puis après tu nous raconteras ce que vous avez lancé et annoncé. La NFT NYC, c'est un peu le grand moment, la grande messe des NFT. Et c'est une conférence où il y a plus de 15 000 participants, donc c'est assez énorme. Toutes les grandes communautés NFT, les Bored Apes, les Moonbirds et autres s'y retrouvent. Donc c'est des centaines d'événements sur 3 ou 4 jours, des milliers de conférences. Et nous, on a choisi en fait ce moment pour faire ce qu'on appelle Ledger Open, qui est notre conférence pour les développeurs qu'on fait tous les 6 mois, là, une fois à Paris et là à New York. Et on fait les grandes annonces du moment. Et là, en effet, on a centralisé beaucoup des choses sur les NFT et le métaverse. Et moi, ce qui m'a touché le plus, que je travaille depuis plusieurs mois maintenant, c'est on a fait une plateforme NFT qui s'appelle Market. Vous pouvez aller sur market.ledger.com et vous inscrire dès maintenant à une allow list pour y participer lorsqu'on fera nos premiers drops. Et en fait, c'est la première plateforme qui permet aux créateurs et aux marques de faire des drops de NFT de manière complètement sécurisée en utilisant notre plateforme pour les entreprises qui s'appelle Ledger Vault, Ledger Market donc pour les distribuer, et ensuite qui permet à l'utilisateur de faire ce qu'on appelle du clear signing, c'est-à-dire de signer le contrat, la transaction de manière complètement ouverte, et il n'y a que Ledger qui permet ça. Donc en fait, moi je pense que cet écosystème, il a besoin en fait, pour se développer de deux choses. D'abord de user friendliness qui est beaucoup plus accessible parce qu'aujourd'hui ça reste encore très complexe. Je sais que toi tu vends tes NFT en euros par exemple, c'est une idée. Et la seconde chose dont l'écosystème a besoin, c'est la sécurité. Et c'est ce qu'on apporte par le biais de cette plateforme. Donc, c'est une annonce importante pour Ledger parce que c'est un peu un pivot dans notre stratégie. En tout cas, c'est quelque chose qu'on rajoute à ce qu'on fait déjà. Mais c'est aussi un pivot potentiel pour l'écosystème parce qu'apporter de la sécurité dans les écosystèmes, c'est ce qui va lui permettre de grandir. On rappelle que vous avez démarré avec un device, un hardware permettant de sécuriser en fait et de stocker tous ces fameux mots de passe pour pas qu'on soit perdu. Vous en avez vendu, je crois, 5 millions, c'est ça? Ce qui est On pas, a ce qui est vendu pas une 5, petite ouais. paille. C'est pas une paille. On a vendu, Bravo. on a vendu 5 millions de hardware wallet. Et ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, tu as à peu près 20% des cryptos qui sont sécurisés sur des ledgers. Et quand tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui sur les exchanges, les problèmes qu'il peut y avoir sur Celsius, sur Coinbase, etc., de plus en plus, les gens se disent que c'est important parce que si ta crypto est sur un exchange, c'est pas ta crypto. Ta crypto, tu l'as que si tu l'as sur ton hardware wallet. On dit toujours, c'est not your keys, not your crypto. Si tu n'as pas accès à tes clés, tu n'as pas accès à ta crypto. Donc, on a vu une augmentation assez forte, mais je parle de ces 20% pour les crypto-monnaies. Quand tu regardes les NFT, le pourcentage est largement supérieur. On est plutôt aux alentours c'est quasiment le double. En mai dernier, 50% des transactions pour un Bored Ape, donc un Bored Ape qui était vendu ou acheté, étaient faites à partir d'un ledger. Donc on sent que les gens ont encore plus besoin, ont encore plus envie
de protéger leur NFT qu'ils ne protègent déjà leur crypto. Donc c'est pour ça aussi que cet écosystème pour nous, c'est un écosystème sur lequel il faut absolument qu'on soit, parce qu'on voit que nos utilisateurs, ils sont très attachés. Concrètement, pour celles et ceux qui nous écoutent, avec Market, concrètement, qu'est-ce que je peux faire? En tant qu'utilisateur, ce que tu pourras faire, c'est ce que tu peux déjà faire aujourd'hui, c'est-à-dire que quand il y a un drop de NFT, tu vas pouvoir participer à ce drop, donc pouvoir aller acheter un NFT. Donc là, aujourd'hui, on a annoncé comme partenaire Artefact, Dead Fellows, Taguyer, l'artiste de LA qui s'appelle Jen Stark, etc. Donc le jour où ils feront tu pourras acheter un NFT d'un de ces partenaires et tu pourras le faire si tu as un ledger de manière complètement sécurisée. Donc tu n'auras aucun risque. Aujourd'hui, ce qui peut se passer, c'est que quand tu achètes un NFT, c'est un blind signing, c'est-à-dire que tu ne fais pas attention au contrat en fait, que tu signes. Tu peux signer un contrat en disant oui, j'achète ce NFT et je permets à la personne à qui je vends ce NFT de prendre tout ce qu'il y a dans mon wallet. Derrière, tu perds tout ce que tu avais. Alors que quand tu fais du clear signing, tu vois exactement d'où provient le contrat et tu signes. Enfin, c'est un peu comme, si je faire une analogie, c'est comme signer un document pour regarder ce qu'il y a dessus. Et ben derrière, dans le contrat, il peut y avoir écrit n'importe quoi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de sécuriser les gens et de leur permettre de faire exactement. Là, aujourd'hui, c'est bêta, on va dire. Donc, il n'y a aucun drop qui a été fait. Les premiers drops qu'on va faire, c'est notre propre drop à nous qu'on va faire fin juillet. Mais ensuite, on aura un calendrier de drops. C'est une plateforme de distribution, on va dire, de NFT. Le sujet, c'est quoi? C'est d'installer finalement de la confiance dans ce Web3, dans ces NFT. C'est ça le principal enjeu? Bah, c'est l'enjeu. En tout cas, nous, je pense que c'est notre responsabilité. Hein, c'est dans l'écosystème. Et surtout, c'est une conviction forte que tout va être tokenisé à terme. Et que si tu veux, la culture devient une sorte d'asset class et que toutes les communautés culturelles, la musique, le sport, la mode, l'art, etc., vont être tokenisées. À un moment ou à un autre où il faut pouvoir permettre à ces tokens, on va dire, parce qu'un NFT, c'est un token, hein, d'être sécurisé. Et cette révolution, tu vois, de la propriété, parce que ça, les NFT, c'est la révolution de la propriété, eh bien, elle ne fonctionnera que si tu peux la protéger. Donc, nous, on a un rôle clé là-dedans, et on essaie donc d'apporter notre pierre à cet édifice, de la construction du Web3. La construction du Web3, elle passe par un Web3 qui soit bien sécurisé. Un peu comme quand tu construis une maison, tu as intérêt à avoir des bonnes fondations. Question de Jean-Emmanuel qui dit, c'est quoi un asset class? Un asset class, c'est n'importe quoi. C'est de l'argent, c'est des stocks, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, la culture, tu ne l'as plus, tu la loues. Tu n'achètes plus de disques, t'es sur Spotify, tu n'achètes plus de DVD, tu as Netflix. Là, en fait, la logique, c'est qu'on va pouvoir avoir de la propriété de des culturels. Et c'est vrai que tu vois, aujourd'hui, enfin, quand tu achètes un t-shirt, il reste à toi, alors que quand tu achètes ta playlist Spotify, tu as de payer son abonnement, tu n'as plus accès. Donc la logique, c'est vraiment de se dire que la culture, ça va redevenir une asset class. Les gens peuvent investir dans cette classe. Là, aujourd'hui, tu commences à avoir des choses hyper intéressantes. Tu as Spike Lee, là, qui a lancé un projet que, en gros, tu vas pouvoir acheter un token Spike Lee, et les films qu'il va faire dans les 5 ans à venir, et ben 5%, on va dire, des recettes iront aux gens qui ont ce token. Voilà, tu deviens actionnaire, on va dire, d'un créateur de Spike Lee par le biais du token. Et le token pourra gagner en valeur. Et donc, toi, tu peux dire en entrant, bah, OK, j'achète le token Spike Lee à 1 dollar aujourd'hui ou à un ETH. Et si dans 3 ans, il a fait 3 films qui ont cartonné et que le token, il en vaut 10, tu peux le revendre. Donc, ça veut dire que tu vois, ça devient un outil financier. C'est ça, une asset class. On a parlé de ce qu'on pouvait faire en tant qu'individu. Pourquoi les marques devraient aller, ou doivent aller dans ces NFT selon toi? Moi, je pense que déjà, les marques et les créateurs. Pour les créateurs, dans un premier temps, si je reprends l'exemple de Spike Lee, c'est de reprendre en fait la main et surtout qu'il y ait une redistribution qui soit beaucoup plus, à dire, beaucoup plus fair, juste pour les créateurs. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, des développeurs d'applications qui peuvent payer 30% à Apple, aux chanteurs qui prennent 16% de ce qui est redistribué aux maisons de disques de la part de Spotify. Donc, Spotify donne 4 milliards aux maisons de disques, on a 84% qui sont gardés par les maisons de disques, 16% aux artistes. C'est un peu déséquilibré. Avec le Web3, les artistes vont pouvoir récupérer peut-être 50, 60, 80% de ce qu'ils ont développé, ce qui est très fort. Pour les marques, je pense que c'est un moyen aussi d'avoir
la promesse en fait qui a toujours été donnée, la promesse d'Internet qui était de dire vous allez avoir un contact direct avec votre client. En fait, ce contact, il est jamais direct, il est toujours par le biais d'un tiers qui va être Google, qui va être Amazon, qui va être des grandes plateformes, et en fait, elle a la donnée et l'information. Là, ce qui est hyper intéressant au Web3, c'est que la donnée, c'est le consommateur qui l'a. C'est lui qui décide, et c'est l'utilisateur. Plutôt, d'ailleurs, c'est pas un consommateur, c'est un utilisateur. C'est lui qui a son wallet, c'est la révolution du wallet. C'est pour ça aussi que c'est important de le protéger et que le rôle de Ledger est hyper important. Et en fait, ça va permettre en fait aux marques d'avoir cette connexion directe par le biais du token avec l'utilisateur. Mais c'est l'utilisateur qui va dire oui, j'accepte de donner cette information à la marque ou pas. Donc pour les marques, c'est extraordinaire parce qu'elles vont finalement avoir une relation directe et privilégiée avec leurs utilisateurs ou leurs consommateurs. Mais le flip, c'est que c'est le consommateur qui a la main dessus. Ça, c'est l'autre révolution de Web3. Donc, c'est une révolution pour les créateurs, pour les marques et beaucoup pour les utilisateurs aussi. C'est la vraie liberté. Question de Maxime, il te dit quels sont les domaines hors culture qui, selon toi, seront tokenisés à terme? Est-ce que tu as des exemples concrets? Moi, je pense enfin, là, on a vu la Adam Newman qui a fait quelque chose pour l'empreinte carbone. Enfin, le carbone va être, les empreintes carbone vont être tokenisées. Tout ce qui est lié à la supply chain, forcément, va être tokenisé. Enfin, c'est une révolution parce que c'est une fluidité totale. Mais au-delà de ça, moi, je pense que très vite aussi, ton permis de conduire va être tokenisé, le titre de ta maison. C'est quand même dingue aujourd'hui que on soit encore en 2022 à signer des tonnes de papier et que en fait, le fait qu'il dit que ta maison t'appartient, c'est un bout de papier que tu as quelque part dans une caisse dans ta cave, alors que ça devrait être un token sur un ledger global immuable que personne ne peut changer jusqu'à ce que toi, tu décides de le transférer. Moi, je pense qu'il y a, et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est quand je te disais que euh, un ledger, au début, c'était pour protéger tes crypto-monnaies, maintenant, c'est pour protéger tes NFT. À partir du moment où tout va être tokenisé, en gros, toute ton identité digitale sera tokenisée. Donc, mais ce sera aussi les expériences que tu auras eues, les voyages que tu auras faits, les restaurants dans lesquels tu seras allé, les soirées auxquelles tu seras allé. Quand tu vas à NFT New York, il n'y a pas une soirée où tu n'as pas OAP qui a un token, qui est un NFT qui dit j'étais à cette soirée, j'étais à cet événement. Et donc, quelque part, tu vas avoir dans ton wallet l'ensemble de ta vie digitale. Et donc, protéger ça, ça va être hyper important. Question de Vanessa, elle dit elle a entendu dire qu'il sera possible en achetant un NFT de recevoir en parallèle la version physique. Exemple, pour l'achat d'une paire Bien de sûr. chaussures, on recevrait la version numérique et les chaussures physiques. Quelle serait alors la valeur ajoutée du NFT numérique par rapport au produit physique? Autant dire, que vaudra la vraie vie? C'est une super question, j'aime beaucoup ça. Donc nous, par exemple, tu vois, aujourd'hui, le NFT qu'on va lancer le 22 juillet, il permettra de récupérer un anneau black on black qui n'existe pas. Donc il y a un anneau custom qu'on a fait pour location, donc on en a fait 10 000. Et c'est exactement ça, tu achètes un NFT et derrière, ce NFT te permettra d'aller récupérer un produit physique. Je pense que l'inverse va exister aussi. Tu vas pouvoir demain aller acheter un sac Vuitton et ce sac Vuitton, et quand on te donnera un sac Vuitton, on te donnera ce qu'on appelle un digital twin, donc un jumeau digital de sac que tu auras acheté. Plusieurs choses que tu pourras faire avec. On parle de metaverse. Demain, tu pourras le porter potentiellement dans le metaverse. Ça peut intéresser certaines personnes. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est que oui, c'est quelque chose qui permettra de signaler et de dire, ah, voilà, moi j'ai un sac Vuitton dans ma vie digitale comme je l'ai dans ma vie réelle. Après, sur la valeur de ce NFT, on peut y réfléchir comme, par exemple, tu vois, si tu vas sur StockX aujourd'hui et que tu achètes une paire de Nike, de Air Jordan de 86, en très bon état, les chaussures, elles valent peut-être 200 $. Si tu as la boîte d'origine, elles vont valoir 250. Donc, la valeur de la boîte, et on va dire l'équivalent de la valeur du NFT, c'est 50 $. Mais il y a une valeur à avoir cette boîte. Donc, bon, on peut l'exprimer comme ça. Et le NFT pourra en servir de certificat, hein, de garantie finalement, hein, aussi de cette paire de Air Jordan de 86 très connue. On voit que c'est bien, que tu aimes bien ça. Jean-Manuel, tiens, te pose la question, est-ce que tu penses que l'Europe va changer ses règles vis-à-vis des bitcoins et autres nouvelles économies? Tu sens ça arriver de ton point de vue ou pas du tout? C'est Ah, bah, encore loin. non, non, c'est plus que sentir. C'est en train de se passer et l'Europe est en train de faire et c'est très inquiétant parce que moi, je vois la première fois que je travaille dans une entreprise
Et c'est important pour moi aussi, parce que je travaille que dans des entreprises internationales et c'est la première fois que je suis dans une entreprise française. Je trouve que le Web3 est une opportunité phénoménale pour l'écosystème européen et l'écosystème français de créer des vrais champions de demain. Ledger en étant un, mais il y en a plein d'autres. Enfin, il y a Sandbox, il y a Dogami, il y a tellement d'entreprises dans les Web3 et Metaverse, etc., françaises. Là, aujourd'hui, ce que la communauté européenne est en train de faire avec Mika et d'autres, euh, c'est des choses qui vont empêcher le développement et derrière, les gens vont soit partir, soit c'est des entreprises américaines ou asiatiques qui vont prendre le lead. Donc, il y a une vraie responsabilité de communication, de partage, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réguler, mais il faut réguler intelligemment. Et aujourd'hui, en fait, les textes qui sont posés, c'est des textes qui vont empêcher. Là, par exemple, la Hollande vient de passer un texte qui va faire ce qu'on appelle du KYC. C'est-à-dire que quand on envoie de la crypto, c'est donner le nom de la personne, la raison d'envoi, etc. Comme quand on fait un transfert bancaire, bah, typiquement, c'est des choses qui vont ralentir le développement de l'écosystème. C'est pas le moment de le ralentir. Aujourd'hui, le moment, c'est de d'aider à son développement. Et là, aujourd'hui, la régulation va pas forcément aider à ça. Donc, on espère qu'il va y avoir de plus en plus de consultations et de discussions. Et nous, on y participe de manière très active, parce que c'est très important pour nous et c'est important pour la France et pour l'Europe. Il y avait une question que j'ai un peu ratée qui était sur la question de Delphi. C'est un peu sur les problèmes en fait, de culture et peut-être de se dire, bah, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'uniformisation de la culture si vraiment tous les artistes mettent au NFT, etc. Et qui fermerait peut-être un peu la porte à des artistes un peu atypiques. Qu'est-ce que tu penses de cette question? Moi, je pense que c'est complètement l'inverse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand je vois les communautés de NFT qui se sont développées, et je les ai vues à New York, justement, c'est une opportunité formidable pour des artistes inconnus, pour qu'il y ait beaucoup plus d'inclusivité, des artistes enfin, qui viennent de partout et justement qui n'avaient pas accès, parce que le monde de l'art est quand même très opaque et c'est vraiment choisi par certains galéristes qui très puissants, etc., et qu'on connaît très bien, et c'est eux qui décident un peu qui est important et qui ne l'est pas. Là aujourd'hui, on part, tout le monde a accès quelque part, et il suffit de créer sa communauté, d'avoir une vraie histoire à raconter, et derrière, forcément, on a fait un cocktail, organisé un cocktail extraordinaire, on avait une cinquantaine d'artistes, notamment d'artistes photographes NFT. C'est génial d'écouter chacun de leur histoire. Et quand je regardais les 50 personnes qui étaient là, il y avait de tout, de tous les âges, toutes les races, toutes les orientations, etc., etc. Et non, bah, je pense qu'au contraire, c'est une ouverture fabuleuse. Allez, dernière question. On est gourmand, mais il faut que tu ailles te coucher parce qu'il est presque 2 heures du matin à New York. La question de Flavie, pour terminer. Quels sont vos axes de développement chez Ledger pour ces prochains mois et prochaines années, Sébastien? Il y en a plusieurs. On peut continuer forcément à améliorer tout ce qu'on fait au niveau hardware parce que c'est le cœur, c'est notre ADN. On essaye on a lancé un produit qui s'appelle la Ledger Connect, qui est une sorte d'extension de browser pour justement fluidifier et faciliter l'accès à ce wallet. Donc, on veut aussi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, rendre l'accès aux cryptos plus facile, qu'il n'y ait pas à brancher des choses, etc., etc. Donc, il y a cette logique de solidifier la tech et le hardware, de fluidifier les accès et puis de s'ouvrir justement à ce monde de la culture et de la tokenisation par le biais de market et d'autres choses qu'on pourra faire. On a lancé aussi une super initiative autour de l'éducation et des NFT qui s'appelle School of Blocks et qu'on fait en partenariat avec Sandbox, enfin, une sorte de jeu qui va te permettre justement de t'éduquer à l'importance de la sécurité dans le Web3 et on trouve que le partenariat est génial et on a bossé avec Sandbox et surtout derrière, tu vois, je trouve père porte d'entrée parce que c'est ludique, mais c'est un jeu et ce qu'on appelle du play to learn. Tu vas jouer et en jouant, t'apprends. Le sujet, il est là. Le sujet, il est la techno, elle existe, en tout cas, et elle est en train d'être construite. Maintenant, il faut qu'on passe des 50 millions aux 500 millions, aux 5 milliards. Quoi. Donc, c'est ça le champ des possibles et c'est pas vers quoi. Donc démocratisation et inclusion pour faire en sorte qu'il n'y ait pas deux mondes, il n'y ait pas ceux qui soient avec NFT et ceux qui soient sans. Fabuleux. Mille merci à toi Sébastien d'être passé ce matin. Merci beaucoup. Merci aussi à vous tous d'avoir été présents pendant ce direct. Portez-vous bien, ne lâchez rien. Ciao ciao mes amis, salut.